L'invocation méticuleuse d'une entité extradimensionnelle du nom de l'âme, mon observation de l'univers m'a donné la certitude qu'il existait des êtres d'une intelligence et d'une puissance d'une qualité incomparable à tout ce que l'humain pouvait concevoir, et qu'il n'existe qu'une seule et unique opportunité pour que l'humanité puisse progresser d'un seul bloc, entrer en contact avec ces êtres à l'Est Crowley, 1944, selon ses dires. Kenneth Grant serait tombé en 1945 sur le dessin, en rangeant les affaires de Crowley qui se serait alors proposé de lui offrir s'il découvrait ce que l'image représentait. L'élève se serait exclamé une entité extraterrestre et aurait remporté le panier garni. Une autre version de l'histoire nous dit que Crowley aurait offert le portrait à son disciple pour le remercier de l'avoir assisté alors qu'il était malade, quoi qu'il se soit réellement passé. Grant garda précieusement le tableau. 30 ans plus tard, on publia une reproduction dans son premier ouvrage, The Magical Revival, 1972. Désormais, l'entité à grosse tête hérite d'un nom inspiré du commentaire de The Equinox. Il s'appellera l'âme et sera présenté par Grant comme une entité extraterrestre avec laquelle Crowley serait entré en contact sur le plan astral en 1919. De ce que Crowley aurait lui-même pensé de la nature extraterrestre de son modèle. Nous ne saurons jamais rien, la grande bête ne s'étant exprimée sur le sujet, l'âme, que dans la courte glose de The Equinox citée plus haut. Mais qu'à cela ne tienne, d'autres veilleront à remplir les blancs. On apprendra ainsi, grâce à Grant, que l'entité l'âme est apparue à Crowley durant l'œuvre d'Amalantra. Et même si le mage n'y fait aucune mention dans son compte-rendu, cette extrapolation semble être devenue un passage obligé pour la plupart des commentateurs ultérieurs. Ainsi, pour le typhonien Michael Staley, il est certain que ce dessin est né de l'œuvre d'Amalantra et il est devenu évident que l'âme est en réalité une entité transdimensionnelle ou entité extraterrestre, avec laquelle plusieurs groupes de magiciens ont établi le contact d'eux. Par la suite, l'âme s'enrichira, toujours sous la plume de Grant d'un folklore bigarré, passant de Thelem à Lovecraft, s'offrant un détour par Léon de Maté, pour atterrir chez Michael Staley à pieds joints dans la Kundalini indienne. Nous allons donc nous appliquer à examiner, dans les pages qui suivent, les étonnantes tribulations d'une tête d'œuf, l'œuvre d'Amalantra, de janvier à juin 1918. C'est-à-dire un an avant la parution du dessin dans The Equinox, à l'Est Crowley entreprit une série de rituels connus sous le nom des Amalantra S-Working 3, du nom de l'une des entités avec lesquelles il raconta être alors entré en contact. Ces rituels consistaient essentiellement en un cocktail de magie sexuelle et cérémonielle ayant pour but la matérialisation physique d'entités par le biais d'un portail. Concrètement, ils aboutirent à une série de visions et de révélations que Crowley obtint par sa petite amie et médium de l'époque, Roddy Minor. Les ambitions furent donc revues à la baisse. Sauf si l'on en croit Grant cependant, car c'est le moment qu'aurait choisi, elle, entité interdimensionnelle, l'âme, pour se présenter au portail. Le dessin, aujourd'hui connu comme le portrait de l'âme, fut rendu public pour la première en 1919, lors d'une exposition intitulée Dead Soul qu'Aleister Crowley effectua à Greenwich Village, à New York. La même année, il fut inséré en guise de frontispice au commentaire que le mage effectua du texte de Blavatsky, La Voix du silence, pour sa revue The Equinox. Sous l'image, intitulée La Voix, se trouvait l'inscription suivante. L'âme est le terme tibétain pour chemin ou voie, et lama qui est celui qui va le titre spécifique des dieux de l'Égypte, le passeur sur le sentier, dans la phraséologie bouddhique. Sa valeur numérique est 71, c'est-à-dire le nombre de ce livre, de cette supposée manifestation.
Crowley ne dit pas un mot dans son compte-rendu de 80 pages, pas plus que dans le reste de son œuvre. Il est vrai que pour une raison inconnue. Le texte s'arrête prématurément le 16 juin. Impossible donc d'avoir connaissance de ce qui s'est passé ensuite. Il est cependant difficile de croire que Crowley ait pu omettre un phénomène tel que la matérialisation physique d'une entité. Mais ce détail n'arrête pas Grant. Comme Crowley, dans le compte-rendu de l'œuvre d'Amalantra 3, fait à plusieurs reprises mention d'un œuf et que le personnage du portrait a vaguement une tête d'œuf. C'est par ce bout que se fera d'abord l'amalgame. Œuvre d'Amalantra, 14 janvier 1918. J'ai commencé par demander à une vision contenant un message. J'ai d'abord entendu le gargouillis de l'eau et vu une ferme aux murs sombres entourée d'arbres et de champs verdoyants. La maison et le reste ont disparu remplacés par un yoni noir. J'ai alors demandé d'où viendra le message. Immédiatement, des soldats armés de fusils sont apparus alentour ainsi qu'un roi sur un trône à l'endroit où se trouvait la maison. J'ai demandé de nouveau un message et j'ai vu un œuf couvert de très nombreuses circonvolutions minuscules faites d'une substance semblable à de la chair, qui pourrait former quelque chose. L'œuf se trouvait dans un rectangle comme une image encadrée. 14 janvier 1918. Le magicien et NDT, Amalantra, semblait très satisfait. Il s'assit et tendit la main vers moi pour me faire asseoir à côté de lui. Comme nous regardions le garçon. Il a mis tendrement son bras gauche autour de moi et placé ma tête sur le côté gauche de sa poitrine, près de l'épaule. Il a dit « Tout est dans l'œuf, la fin ». 3 février 1918. Sur le sommet du pylône où était l'œuf, un flambeau apparut. Au-dessus du flambeau se trouvait une lumière particulière. Dans cette lumière, je vis un oiseau avec une tête particulièrement grosse et de tout petits yeux. Il y avait également un matériau étrange, comme un tissu drapé. C'était quelque chose de semblable à du métal ouvragé pour fabriquer des objets décoratifs, tels que des miroirs décorés, etc., etc., et enfin comme les circonvolutions dans l'œuf. Point. Je vois l'œuf sur le pylône. Je demande qui appartient à l'œuf. L'assistant me montre une poule pondant un œuf et écrit « De quoi est-ce un œuf ?» Point. Nous sommes allés en Égypte pour trouver la clé. La solution pourrait se trouver à l'intérieur de l'œuf une fois brisé. Il s'agit d'une petite clé d'or. 24 février 1918. Nous descendons de la montagne dans les bois. Je vois une corbeille à fruits, un panier pour mettre des tomates, de la paille dans le panier et un œuf dans la paille et il faut travailler pour l'œuf. 20 avril 1918. Vision d'une très belle cloche, une cloche de mariage qui se transforme en fœtus. Couronne. La tête du fœtus se transforme en œuf, s'élève puis se dépose sur une fleur de lotus. 27 avril 1918. Quel est le travail de ce week-end? A. Gébura. Gébura appliqué à quoi? A. L'œuf. L'œuf est posé sur le sommet d'une montagne très pointue. De l'eau autour, des fleurs de lotus dessus. L'œuf est le symbole de nouvelles connaissances, n'est-ce pas? A. Gimel. Lamed égale source, fontaine, Qu'est-ce que cela veut dire? A. Je ne sais pas, suivi du symbole d'une montagne et d'une fleur de lotus. Comment peut-on ouvrir l'œuf? A. En langage clair. Cela signifie que tu vas emprunter cette voie. L'initiale A renvoie à Rodi minor, Soror Aïta, et le T à Alesté Crowley, Maître Thérion. Quelques années plus tard. On peut lire dans l'introduction de la Déclaration de l'âme, signée Michael Staley. Crowley n'a laissé aucune indication sur l'origine de ce portrait, mais il a souligné des années plus tard qu'il s'était inspiré de faits vécus. Il est certain, cependant,
que le dessin vient de l'œuvre d'Amalantra, une série de visions magiques et de communications reçues en 1918 par le biais de Roddy Minor. Cette œuvre constitua à bien des égards la suite du travail d'Abuldiz effectué des années plus tôt. Dans ces deux œuvres, le symbolisme de l'œuf figure en bonne place. L'une des visions du groupe de travail d'Amalantra se clôt par la phrase « Tout est dans l'œuf ». Lors des dernières phases conservées de ce travail, en réponse à une question sur l'œuf, il fut dit à Crowley « Tu vas aller dans cette voie ». En examinant le portrait, on peut voir les connexions. La tête de l'âme est en forme d'œuf et bien entendu le dessin est intitulé La Voix. Dans les traits du visage peut être clairement distingué un ankh stylisé, symbole égyptien pour aller, point intéressant, ankh peut être transcrit en hébreu par Aleph Kaf Nun, 71. Le thème principal de La Voix du silence, clairement mis en évidence par Crowley, est la nécessité d'établir un contact avec le soi silencieux. L'autonomie correspond au petit soi, la conscience phallique. Harpocrate a dit « Le thème traverse une grande partie des écrits Crowley ». Il est à noter dans ce contexte que Halil, l'image du néant et du silence, vaut 71. L'âme est un grand ancien dont l'archétype se retrouve dans les comptes rendus des témoins d'apparition d'OVNI, Kenneth Grant, toujours sous l'influence de Grant. Chez les pratiquants ultérieurs à Crowley, l'entité aura tendance à la démultiplication. Il est intéressant de noter que depuis Crowley, du point de vue occulte du moi, l'âme est considérée comme une classe d'entités plutôt que comme un individu. Quand on invoque l'âme, on invoque une entité de ce type, plutôt qu'un être spécifique. Pour les occultistes opérant dans la lignée de l'O.O, l'idée est d'invoquer ces entités, l'âme, par le biais de portails magiques, des brèches intentionnellement créées dans le temps et l'espace, pour obtenir des manifestations physiques sur la planète Terre. Pourquoi cela est-il tellement souhaitable n'est pas toujours clairement énoncé. Il semble que, dans les cercles crowléiens, la règle soit « si Crowley l'a fait, alors je veux le faire aussi ». Or, cette idée d'une fratrie entière d'entités à grosse tête peuplant une autre dimension va inciter, dans les années 80, les ufologues à s'intéresser au tableau de Crowley. Pourquoi? Allez, je vous mets sur la voie. Le mythe des « petits gris » pourrait trouver son origine dans un roman d'H.G. Wells, The First Man in the Moon, paru en 1901, dans lequel les Sélénites, les habitants de la Lune, sont décrits comme ayant une vague forme d'insectes, la peau grise, de grosses têtes et de larges yeux noirs. Cependant, la première fois où des extraterrestres de petite taille et de couleur grise sont mentionnés par des témoins d'apparition d'OVNI a lieu en 1961. Il s'agit également du premier cas d'abduction, l'affaire Betty et Barney Hill. Sous hypnose, Barney Hill dessinera ses agresseurs sous cette forme. Par la suite, dans les années 80, les publications traitant du crash de Roswell, la fameuse vidéo de dissection et surtout la parution du best-seller de Whitley Strieber Communion vont relancer la mode des petits gris et attirer sérieusement l'attention sur le portrait de l'âme. À la même période, Grant aurait reçu certains messages allant dans ce sens. Selon lui, le portrait pourrait être utilisé pour contacter l'énergie extraterrestre initialement invoquée en 1918 par Crowley durant l'œuvre d'Amalantra. L'âme est un grand ancien dont l'archétype se retrouve dans les comptes rendus des témoins d'apparition d'OVNI. Ailleurs, il écrit « Crowley savait qu'il était possible d'ouvrir les portes spatiales et de faire pénétrer un courant extraterrestre dans le flux de la vie humaine. » C'est une tradition occulte et Lovecraft l'a exprimé de façon insistante dans ses écrits que de penser que certaines puissances transfinies et surhumaines sont en train d'adapter leurs forces dans l'intention d'envahir et de prendre possession de notre planète.
Cela rejoint les nombreux écrits pessimistes de Charles Fort concernant une société secrète sur Terre qui serait déjà en contact avec des êtres cosmiques et, peut-être, occupés à préparer la voie à leur avènement. Mais Crowley dissipe l'aura maléfique que ses auteurs, Lovecraft et Fort, confèrent au phénomène. Il préfère l'interpréter en termes télémites, non comme une attaque contre la conscience humaine, mais comme le désir d'embrasser d'autres étoiles pour mêler leurs énergies à un système qui sera ainsi enrichi et rendu véritablement cosmique par le processus. Cette deuxième couche spéculative va occasionner une nouvelle lecture de l'œuvre d'Amalantra qui fera la joie des ufologues. C'est précisément ce travail magique qui aurait ouvert une brèche spatio-temporelle permettant le débarquement des extraterrestres dans notre biosphère. Il est généralement admis dans les cercles occultes que Crowley a intentionnellement ouvert un portail au moyen de rituels magiques lors de l'œuvre d'Amalantra qui a fourni à l'âme et d'autres entités similaires un passage vers la Terre. La brèche dans les espaces entre les étoiles créée par le groupe de travail Amalantra aurait généré une passerelle par laquelle l'âme et d'autres influences extracosmiques pourraient pénétrer l'univers connu, et plus particulièrement notre Terre. Selon les occultistes concernés, le portail a depuis lors été élargi. L'œuvre de Babalon effectuée par Jacques Parsons aurait également joué un rôle dans cette brèche, soit en créant, soit en élargissant le portail généré durant l'œuvre d'Amalantra. Pour preuve, les tenants de cette hypothèse soulignent que la première apparition d'OVNI eut lieu un an plus tard, le 24 juin 1947, les fameuses soucoupes volantes de Kenneth Arnold. Désormais, l'idée qu'Aleister Crowley était responsable de l'arrivée des extraterrestres de type gris dans notre monde continue de se répandre dans la blogosphère comme un mème particulièrement virulent. Voilà, par exemple, le genre de choses qu'on peut lire sur le net. Jacques Parsons, un ingénieur ayant notamment participé à l'invention d'un carburant pour fusée, outre ses intérêts pour l'occulte, a effectué sa grande œuvre de Babalon en 1946, un an avant la mort d'Aleister Crowley, avec sa seconde épouse Cameron. Opérant dans la continuité de l'œuvre d'Amalantra de Crowley, il radicalement élargit le portail par lequel LAM et d'autres influences extraterrestres peuvent désormais entrer dans notre univers terrestre. L'observation historique de Kenneth Arnold et sa description des 9 objets volants en formation, ressemblant à des soucoupes volantes, exactement un an et demi après les rituels de Jacques Parsons, ouvrit l'ère moderne des ovnis tels que nous les connaissons aujourd'hui, l'âme dans l'œuvre de Kenneth Grant. Une telle prolixité procédant d'une simple ébauche un peu bizarre constitue à coup sûr une étonnante leçon sur le fait qu'il ne faut jamais laisser traîner ses dessins moches ou, si on le fait, qu'il faut s'assurer qu'ils atterriront entre les mains de Kenneth Grant qui, lui, trouvera bien quelque chose à en faire. Hermann Skelder. Revenons au principal artisan du mythe. Dans les années 50, Kenneth Grant regardait déjà vers les étoiles. C'est même la raison principale de sa mise à la porte de l'auto. En 1955, il annonce dans un communiqué la découverte d'une planète transplutonienne appelée Isis et fonde la New Isis Lodge, ce qui déplaît profondément à Carl Germay. Éjecté de l'auto, Grant s'en va fonder le Toto, Typhonian Ordo Templi Orienti, auquel le culte de l'âme sera ultérieurement intégré. À noter qu'ultérieurement n'est pas un faible mot. 30 années se sont déjà écoulées entre la publication de The Equinox 3. 1 et la mention par Kenneth Grant de la nature extraterrestre de l'âme. Il en faudra encore autant que pour que soit élaboré et théorisé un culte de l'âme à proprement parler. Pourquoi autant de temps entre la première révélation? Rappelons que Grant se serait écrié en 1945 que le portrait était celui d'un extraterrestre, et ses développements? Eh bien, l'histoire ne le dit pas.
Toujours est-il qu'on trouve beaucoup plus de matériel sur l'âme dans les ouvrages récents de Grant qui s'en justifiera en marmonnant que ça prend du temps ces choses-là, et que l'exploration est toujours en cours. Plus tard, il dira avoir reçu un signe très fort justifiant la mise en place du culte. Après 30 ans d'absence, le dessin de Crowley réapparaît donc dans le premier ouvrage de Grant, The Magical Revival, paru en 1972. Aucun commentaire n'accompagne l'illustration hormis cette légende. L'âme, une intelligence extraterrestre avec laquelle Crowley fut en contact astral en 1919. Ce dessin de Crowley apparut dans une exposition à Greenwich Village, New York, la même année. 3 ans plus tard, dans Cult of the Shadow, 1974, il est fait, de nouveau, allusion au portrait, mais sa signification reste encore flottante. L'âme pourrait être, selon Grant, un portrait d'Ewas ou bien une représentation du petit soi élémental symbolisé par le phallus ou encore la tête d'un spermatozoïde renvoyant à Adi, la volonté, dans le symbolisme télémite. Dans le même ouvrage, est cité un extrait d'un courrier de Michael Bercio. Pour la première fois, d'autres personnes que Crowley et Grant sont concernées par l'entité l'âme. Selon Grant, Bercio lui aurait écrit, sans aucun doute, cette entité est NDT. L'âme est la même que celle avec laquelle a travaillé Lucien François Jean Min. Lorsque ce dernier a organisé le travail de la couleuvre noire dans les années 20. C'est alors que la théorie des points chauds, NDT, en français dans le texte, a pris une tournure nettement tantrique et chamanique et que le terme, les siddhis, fut employé pour désigner une étape de développement de ces points chauds tels que la lycanthropie, etc. Cet être, l'âme, possède assurément un système magique intéressant et entend que nous l'utilisions. Et il est dans mon intention d'en donner un aperçu. On notera qu'à aucun moment Bercio ne dit avoir lui-même travaillé avec l'âme. Puis, en note de bas de page, est ajoutée cette précision. Plus récemment, certains adeptes de l'auto à New York, dirigés par Soror Tanit, ont contacté cette entité. Les informations sur lesquelles Grant revient dans Nightside of Eden en 1977. Cette fois, Bercio devient un adepte de l'entité à tête d'œuf. Après avoir traité du symbolisme de la tour du silence dans différents systèmes, Grant enchaîne un autre groupe d'adeptes résidant à New York, dirigé par Soror Tanit de l'Auto, a également reçu des symboles identiques dont les principaux sont la tour du silence et l'abeille de Sekhet. La transmission à Soror Tanit a été effectuée par une entité extraterrestre connue sous le nom de LAM qui avait été précédemment contactée par Crowley en 1919. Le dirigeant du culte du serpent noir, Michael Bercio, a également été contacté par l'âme lors de son travail dans le courant tibétain Bonpéa dans les années 60. Dans toutes ses invocations et travaux magiques, le symbolisme évoqué ci-dessus a été dominant, ce qui suggère qu'en 3 lieux, à savoir l'Ohio, New York et Chicago, se trouve une énergie occulte identique, entité ou courant, dont les vibrations rayonnent en harmonie avec les symboles de Mu ou Maa, c'est-à-dire de Léon à venir. Par la suite, cette idée que Bercio et d'autres auraient contacté l'âme au cours de rituels dans les années 60, c'est-à-dire bien avant que Grant ait lié ces deux éléments dans ses propres écrits, se retrouvera chez la grande majorité des commentateurs. Si l'on en croit les informations que l'on trouve sur le web, Bercio aurait réédité l'œuvre d'Amalantra et conclu que l'âme était une manifestation souterraine de la gnose luciférienne. J'ai cependant échoué à trouver la source de ces informations. Or, dans les années 60, si l'on en croit sa biographie,
Bercio était plutôt occupé à égorger des poulets en Haïti avant de fonder à Chicago son église gnostique néo-pythagoricienne, mélange de vaudou et de martinisme. Aurait-il libéré un week-end pour contacter les galaxies lointaines? Enfin, dans le glossaire, Grant enfonce une nouvelle fois le clou en définissant l'âme comme une entité extraterrestre avec laquelle Crowley est entré en contact vers 1919 et qui, par ailleurs, ces dernières années a été contacté par Soror Tanit de Lotto et par Michael Bercio du culte du serpent noir. Une reproduction du portrait de l'âme de Crowley se trouve dans un Magical Revival. Nous arrivons à présent dans les années 80, époque où l'entité l'âme gagne en consistance. Outside the Circle of Time, 1980, est le premier ouvrage dans lequel Grant en développe abondamment la mythologie. Il continuera de le faire dans Hecates Funta, 1992, ou Te Gateway, 1994, et The Night Arch, 2002. C'est également l'époque où, grâce à sa logique très personnelle, les choses se compliquent nettement, ou, pour le dire autrement, le melting pot de guématrie sauvage, rapprochement pittoresque et métaphore échevelée confine au festival. Il devient dès lors acrobatique de suivre les tribulations de l'âme. Ainsi, le texte Shanley Wisdom of Selby présenté dans Ute Gateway comporte une brève allusion à l'âme en 140.39. Ceci est le premier et dernier tourbillon avant l'arrivée de l'Euflamme. Grant développe cette association dans le chapitre suivant, The Mystical Music of Selbea, en expliquant que le nombre de Selbea, si on prend la peine de l'écrire avec un samek, est 93, qui est aussi le nombre d'Uezi, Ewas, un terme arabe signifiant initiation. C'est également le nombre de Kanaka, un dieu polynésien impliquant dans son culte des rites sexuels donnant naissance à des mutants semblables aux profonds Lovecraftiens, qui finiront d'ailleurs par retourner à l'océan pour rejoindre le grand Cthulhu dans les abysses. Le nombre 93 est enfin celui de MGN, Magonia, la source des Maskim qui, selon le Necronomicon, attendent aux limites du monde. Les Maskim, qui sont les cliphotes des zones de pouvoir planétaires, sont reliés au Lama de l'an, LAM, par le nombre 171 qui renvoie à l'invocation d'entités extraterrestres par le biais de rituels de magie sexuelle, à défaut de pouvoir prétendre à l'exhaustivité ou à embrasser les subtilités de la pensée grantienne. Nous allons donc devoir nous contenter de mettre en gras quelques éléments saillants. Le rapprochement entre le portrait de l'âme et l'œuvre d'Amalantra étant depuis longtemps acquis pour Grant, il ne s'agit plus que d'enfiler la symbolique. Nous savons donc que l'âme est un œuf et qu'il est également la voix, conformément à la glose de Crowley, ainsi que le dieu égyptien du silence Harpocrates. L'âme se confond également peu à peu avec Ewas dont l'auteur nous précise qu'il est lui-même une entité extraterrestre. La tête sans oreille et en forme d'œuf de l'âme est l'un des masques d'Ewas, le ministre, l'archange ou le dieu du silence, Orparkrat, extrait de Ute Gateway. Vers le milieu de l'ouvrage, l'âme, tout en restant un petit gris, sera présentée comme un dropa, une race extraterrestre apparue dans la culture ufologique en 1962 suite à la supposée découverte de disques de pierre gravés dans une grotte à la frontière de la Chine et du Tibet. Dans un Arch, l'âme deviendra le chef des Dropas. L'une des sources de Grant sur le sujet semble être l'ouvrage de Robert Charroux, Le Livre des Maîtres du Monde, paru en 1967, mélange d'ufologie, de théorie du complot, mêlant tous les vieux mythes de l'Hyperborée, Amu et l'Atlantide. C'est peut-être à cette eau que Grant puise le rapprochement entre l'âme et la mythique Lémurie. Dans un chapitre intitulé The Madhyamaka Crowley de l'ouvrage Ute Gateway,
Nous apprenons en effet que l'âme peut être rapprochée du terme sanskrit, de même valeur, anatta qui lui-même renvoie à anatma. Anatma sera ensuite rapproché de l'amal, de valeur 102, qui selon Grant est un palindrome exprimant le véritable culte de l'âme en tant que transmetteur de AL ou La, son négatif, par le biais de MA. L'auteur ajoute que 102 est la valeur de Numu 5646. Mu est un synonyme de Lémurie et qu'il est significatif que la montagne d'Arunachala dans le sud de l'Inde date de l'époque lémurienne. D'ailleurs, la forme védique d'Anatta, c'est-à-dire Anatma, vaut 493, la valeur de Zomana Ziba signifiant « rien se manifeste dans n'importe quelle forme ». Son autre valeur, 253, est celle de Al-Azred, le nom de l'arabe fou qui a transmis la gnose du Necronomicon. De là, l'âme glissera facilement vers les grands anciens. Le nombre de la nuit, 466, est aussi le nombre de Ast, la déesse qui garde la porte du ciel, la nuit, et de GLGLTH, le crâne, symbole de la mort et du mystère de la traversée de l'existence à la non-existence. 180. L'un des nombres de Nox aux nuits est un nombre de silence, et il y a une connexion avec l'âme et Léon silencieux. Un autre nombre de nuits est 116, Nun égale 50, Vo égale 6, Samek égale 60, MBOD signifiant à l'extérieur et de Satali, le vortex. 116 renvoie aussi à Kilna, l'arbre de la crucifixion, dans le culte d'Ogon et à une forme de Golgotha, GLGLTH. 116 est un Aleph, le chemin de l'air, de moins que l'âme 71 mu 46 et, selon le Necronomicon, l'Amu est le nom du premier jumeau né des grands anciens. L'âme concentre la jumellité au double courant et NDA. Le double courant ophidien est représenté dans la gnose stellaire par Gémini, les jumeaux et la lettre Z. L'épée et Mu représentent les profonds Lovecraftiens ou ceux de l'extérieur. Dans les pages suivantes, l'âme devient le grand lama du culte de Zin, puis celui du plateau de Lan, tel que mis en scène dans les histoires de Lovecraft, à propos duquel Grant écrira notamment dans un Intarche. L'âme et l'eng sont étymologiquement identiques dans les langues asiatiques. L'âme, par ailleurs, serait le mot secret du liber Al. Après avoir filé la parenté entre la racine lame et les termes lamala et talam, dans Outside the Circle of Time, Grant écrit, selon Al.li.2, il y a un mot inconnu. Ce mot que nous supposons être l'âme est, comme nous l'avons déjà mentionné, le lien entre les éons d'Horus et de Maat par l'intermédiaire des galaxies Sirius et Andromède. J'ai échoué à trouver à quel endroit Grant commençait à rapprocher l'entité l'âme de cet éon de Maat, mais à partir d'Outside the Circle of Time, c'est chose faite. Il est probable que le livre mystérieux de Blavatsky se réfère à l'éon sans parole, et il est certainement significatif que Crowley, lorsqu'il publie son commentaire sur la voie du silence, place en frontispice son portrait de l'âme, vie extraterrestre et intelligence suprahumaine, des traits particulièrement pertinents pour Léon de Maat. Plus loin, Grant affirme que la présence de l'œuf prépare la manifestation de Léon de la fille, Léon de Maat. Plus loin encore, lorsqu'Ewas 418 est ajouté à l'âme 71. Le résultat numérique est 489. Ce nombre a ajouté au Shine, la lettre du trident symbolique de Chozar, donne 789, qui est le nombre de la prêtresse qui a été contactée par l'âme à New York en 1974. Le nombre 300 à Ossic, lorsqu'il est ajouté à 418, Ewas, donne 718, qui est un nombre clé du liber Al. Ainsi, la Mewas égale 489,
489 c'est égal 789. Ipsos Aiwas égale 789. Aosikewas égale 718. Nous avons déjà été noté que le nombre d'Ipsos, 696, ajouté à 93, Aiwas, donne également 789. Cet ouad est le cœur d'Abrahadabra, qui est la formule du grand œuvre de Léon Dorus. Il est également le cœur de Andaadna. La formule est le nom de la prêtresse de Maha qui ont reçu la révélation de Léon de Maha, qui, lorsque vibré au moyen du courant 93 actuel, produit 789. Ainsi, les deux éons sont irrévocablement entrelacés. Puis dans Outé Gatway, grand écrit, l'âme est le haut lama du culte de Zaïn, qui combine l'un, Ayin, l'œil de l'espace et l'aile de l'œil volant d'Horus avec le Z du pouvoir du serpent. Le nombre des Dropas est 655 qui est également le nombre de Merti, les yeux de Maha. Cette association entre l'âme et Léon de Maha sera de nouveau filée dans les ouvrages suivants, jusqu'à The Netarch ou Grand Écrit, en référant à l'œuvre d'Amalantra. Tout est dans l'œuf. Qu'ad dans l'âme. Et quel est ce tout dans l'âme? Léon de Maha. Quant au double courant évoqué plus haut, c'est bien entendu le courant typhonien. Dans Outé Gatway, l'âme aura même droit à son propre tunnel de 7, en l'occurrence le 17e. Quiconque a déjà lu attentivement des récits de rencontres avec des extraterrestres a pu noter la grande fréquence des visions impliquant la couleur orange, le mélange de rouge et de jaune. Dans la symbolique Kala de l'occultisme, l'orange est associé au tunnel 17, celui du double courant. Son néon magique, ou ange, est Zaïn symbolisé par l'épée ou le cimeterre. Les ovnis sont fréquemment décrits comme des formes ascendantes, lorsqu'ils ne le sont pas comme des œufs ou des ellipses. L'épée et l'œuf jouent un rôle dominant dans l'œuvre d'Amalantra Abuldis de Crowley. Ce constat et la présence de la couleur, ou Kala, associée à Zaïn et à Léon sans parole, suggèrent le silence généralement associé aux apparitions d'ovnis ainsi que l'absence d'oreilles souvent notée par les contactés lors de leur description des extraterrestres. Plus loin, l'âme est 71. Le reflet de 17 est le numéro tarotique de Zaïn, le chemin associé aux jumeaux typiques du double courant, ainsi qu'avec l'épée qui est la signification du mot « chérub ». Les kalas associés au chemin de Zaïn sont de couleur orange, selon l'échelle du roi, et mauve, selon l'échelle de la reine. Nous retrouvons donc les extraterrestres, cette fois associés à Zaïn, à l'épée, au tunnel 17, à la couleur orange, au silence et enfin, à l'œuf. La boucle est presque bouclée, mais le festival continue. Dans The Netarch, l'entité l'âme occupera une place de choix dans le texte Shanley, le livre de l'araignée, The Book of the Spider, ou au KBISH, transitant du porche de l'église de Rennes-le-Château. Sous sa forme, l'amas de l'abominable plateau de Lan, à l'oiseau Crixcuor, à Maatu, la maison de l'âme, en passant par le feu de la terre et de l'âme, pour être finalement identifié à Okbi, l'araignée elle-même. Plus loin, on peut lire. Il n'est pas anodin que 103 égale Nakal, le langage primitif des prêtres de l'Himalaya, la langue de Lan, la région dans laquelle l'âme et les Dropas ont atterri lorsqu'ils sont descendus sur Terre et à partir de laquelle ils se sont répandus pour infiltrer l'atmosphère éthérique terrestre. Dans le glossaire du même ouvrage, qui constitue la production la plus récente de Grant, l'âme est définie comme suit. L'âme, littéralement la voie, le chemin, le tunnel, le passage. L'âme est aussi le nom d'une entité extraterrestre qui a dirigé la seconde invasion de la Terre depuis Sirius il y a environ 12 000 ans. L'âme et les autres atterrirent sur le plateau de Lan, au sud-est de la Chine.
à la frontière du Tibet, mais furent exterminés par les Terriens. Avec quelques survivants, l'âme se rendit dans la terre du Dragon, Bhoutan, où ils établirent leur culte en sécurité dans la montagne. Leurs descendants sont connus des bouddhistes sous l'appellation de Dropa ou Dzopa, variante, Drugpa, Drugpa, ceux qui suivent la voie, l'âme du dragon. Certains disent qu'ils viennent de l'étoile Gamma Draconi. Crowley a rencontré l'âme durant un travail magique aux États-Unis en 1918 lorsqu'il interrompit une séance avec Amanantra pour converser avec l'entité. Il s'agit probablement de la première représentation d'après nature d'une intelligence suprahumaine. Pour finir, l'entité sera de plus en plus souvent présentée au sein de l'auto-typhonien comme un HGA, ange gardien, ou un égrégore capable de manifester l'idée self du magicien. Puis, comme nous le verrons dans la dernière partie de cet article, Michael Staley rebondira sur le bija l'âme, traditionnellement associé au chakra Muladhara, pour ajouter une queue de serpent à la tête d'œuf du portrait de Crowley et en faire une représentation de la Kundalini. Si vous vous sentez un peu perdu, ne vous inquiétez pas. Dans ses premiers ouvrages, de 1972 aux années 80, Grant explore sur le mode rabout de ficelle l'univers des symboles occultes, ne reculant devant aucun amalgame pour nourrir son système. Yog-Sothoth y flirte avec Ewas, les Illuminati dansent avec Horus, recrutant en chemin quelques dieux africains, Austin Spar, etc. Or, après 1980, les choses empirent. Il devient désormais impossible de démêler les chevaux, malgré certaines constantes comme celles que nous avons relevées plus haut, et qui tendent à laisser penser que Grant, au moins, sait où il veut aller, ce qui est déjà pas mal, plusieurs hypothèses. Soit Kenneth Grant écrit absolument n'importe quoi, soit Kenneth Grant écrit n'importe quoi et s'en fout puisque ses cocktails lui permettent de construire son propre système original et fonctionnel, soit Grant écrit n'importe quoi. Mais à l'instar de ce qu'il pense de Lovecraft, son intuition confine au génie irrationnel. N'étant pas dans les secrets de Dieu, ni de Mahat, je ne saurais me prononcer sur la valeur absolue de la pensée de Kenneth Grant, devant me contenter d'esquisser de grandes lignes thématiques et quelques hypothèses. Par ailleurs, une telle frénésie, outre le romantisme pour ainsi dire fortéen qu'elle confère à l'œuvre, à cela de subjugant, qu'elle fait voler en éclats les catégories de la pensée. Vient un point dans la mythologie de l'âme, un point de grande confusion, où les entités surnaturelles, les extraterrestres, les êtres de fiction, etc. sont présentés comme une grosse boule de chewing-gum participant de la même altérité. Il est par exemple frappant de constater que le cloisonnement implicite que nous adoptons entre le ciel où badinent les anges et les cieux très astronomiques où volent les soucoupes n'a plus cours. Ainsi que l'écrit Michael Staley dans la préface de la Déclaration de l'âme. L'idée d'entité extraterrestre semble causer des difficultés à certaines personnes qui l'associent au paysage sauvage de la science-fiction. Il y a cependant suffisamment de données sur cette question pour corroborer le vieux cliché voulant que la vérité dépasse en étrangeté la fiction au point que ces visiteurs soient considérés comme venant d'un espace extra-atmosphérique ou comme jaillissant des profondeurs d'un espace intérieur, ne renvoie ni à ici ni à là-bas. La dichotomie intérieur-extérieur est purement conceptuelle, partant du principe dualiste que l'individu est en quelque sorte séparé du reste de l'univers, qui serait là-bas. Or, il n'existe rien. En réalité, en dehors de la conscience, qui est un continuum, il est connu que pour pénétrer la surnature, il convient de chambouler le réel, tâche dans laquelle Grant, pour le moins, excelle.
Peut-être serait-il donc intéressant de considérer que cette destruction et réécriture échevelée du réel participe de cette dynamique voulant qu'un autre point de vue soit toujours nécessaire à la pratique magique.